Avec le divorce prononcé, Diana perd son titre d'Altesse royale et la protection de Buckingham. Elle se retrouve seule face à la meute de paparazzi et annonce son retrait de la vie publique. Cette nuit, la princesse de Galles a été victime à Paris d'un accident de la circulation à grande vitesse. Elle a été immédiatement prise en charge par le SAMU de Paris qui a effectué la réanimation initiale. Le décès a été constaté à 4 h du matin. Le 31 août 1997, Diana Spencer meurt sous le pont de l'Alma à Paris. Dès le lendemain, la planète entière pleure Lady Di. 2 milliards de téléspectateurs suivent ses obsèques. À Londres, le peuple anglais vient lui rendre hommage. Une foule immense pour un ultime goodbye à la princesse des cœurs. Cet été marquera les 20 ans de la mort de notre mère. Elle a changé la vie de millions de gens. En combattant les préjugés liés au sida, en s'engageant contre les mines antipersonnelles ou en aidant les SDF. Chaque année, un prix au nom de Diana récompense des jeunes pour leurs actions caritatives. L'occasion pour ses fils, les princes Harry et William, de convoquer le souvenir flatteur d'une mère généreuse, dédiée aux causes humanitaires. Elle visitait des hôpitaux tard le soir pour réconforter les patients. Elle passait des heures à écrire des lettres pour remercier et encourager le travail des autres. Merci pour tout ce que tu as fait. Mais 2 décennies après sa disparition, seuls ses fils entretiennent encore la flamme. La couronne britannique, elle, semble préférer oublier la princesse. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Il n'y a pas de lieu de recueillement pour Diana à Londres ou n'importe où dans le pays. Aucun mémorial. Pas même une place ou une rue à son nom. Je me souviens de la discussion que j'ai eue à ce sujet avec les Spencer. Je leur ai dit, les gens ont besoin d'un lieu. Ils m'ont répondu, nous ne voulons pas d'un sanctuaire. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons qu'elle s'en aille doucement, qu'on puisse reprendre le cours de nos vies. Ne pas réveiller la belle endormie, surtout quand le conte de fées a tourné à la tragédie. Lady Di avait pourtant tout, beauté, célébrité, royauté. Mais nous allons vous raconter pourquoi l'histoire a dérapé. Comment la jeune fiancée modèle deviendra un cauchemar pour la reine. Comment l'épouse comblée connaîtra les affres de l'adultère. Comment Diana adulée finira traquée par les paparazzis. Récit du destin brisé de la plus célèbre des princesses. Tout commence dans le Northamptonshire, dans la bonne société anglaise. Diana a seulement 8 ans lorsque ses parents divorcent. Mary Clark est alors engagée pour être sa nounou. Témoin privilégié des premiers pas d'une petite fille fragile. La première chose qu'elle m'a dite, c'est que ses parents étaient divorcés et qu'elle ne se marierait jamais si elle n'était pas certaine de ne pas divorcer.
Je m'en souviens parce que je me suis dit, quelle étonnante pensée pour une petite fille de 9 ans, de surcroît que je viens juste de rencontrer. Edward Spencer, vicomte d'Althorpe, a épousé Frances. Ils ont ensemble 4 enfants, Diana est la cadette. Penny Junor est la confidente des membres de la famille royale, la biographe la mieux informée des coulisses de l'aristocratie anglaise. Je pense que Diana a été traumatisée par ce qu'elle a vécu enfant. Ses parents ont eu un mariage malheureux. Sa mère est tombée amoureuse d'un autre homme qui était marié. Elle a quitté le domicile conjugal en espérant que ses enfants la rejoindraient. Mais son mari l'a poursuivie pour adultère et elle a perdu la garde de ses 4 enfants. Diana a pensé que sa mère ne l'aimait pas assez et ne voulait pas d'elle. Elle s'est sentie mal aimée, non désirée. Elle aura toujours peur ensuite d'être abandonnée, peur de ne pas être aimée. Elle aura par la suite un terrible besoin d'amour. Diana avait un caractère plutôt effacé, calme. D'apparence, elle semblait timide. Mais si elle prenait confiance, ou si elle faisait quelque chose où elle se sentait à l'aise, alors elle révélait un autre visage, celui d'une enfant spontanée, vivante et même exubérante. Son père avait une piscine. Diana était une excellente nageuse. Elle ne perdait jamais une occasion, quand il y avait des visiteurs, pour faire un sublime plongeon. Elle savait pertinemment qu'elle était douée. Diana n'a pas fait beaucoup d'études. Elle lisait peu. Elle était obsédée par les romans à l'eau de rose, ceux de Barbara Cartland surtout. Ils parlaient de princesses se mariant avec l'amour de leur vie, sur fond de coucher de soleil, très loin de la vie réelle. Diana ne nourrissait pas de grandes ambitions. Le seul rôle auquel elle tenait vraiment, c'était celui du mariage heureux et de la mère de famille. Elle avait une fausse idée de l'amour et du mariage. Elle pensait que l'amour, ça allait être comme dans les livres. La jeune fille ingénue et fleur bleue a 19 ans. Elle va bientôt rencontrer le prince charmant. Il s'appelle Charles. Il est l'héritier du trône. Et à 32 ans, ses préoccupations sont bien loin de celles de Diana et de son futur destin de roi d'Angleterre. Avant que Charles ne rencontre Diana, il fréquentait beaucoup de femmes. Pour la reine et le duc d'Édimbourg, il y avait urgence. Le prince Charles avait 32 ans, avait des habitudes de célibataire, défrayait la chronique avec des tas de petites amies. C'est pas du tout la manière dont il voit leur succession. Et donc, il fallait absolument qu'il se marie. Mais à l'époque, les conditions étaient très strictes. Il fallait qu'elle soit vierge, il fallait qu'elle soit protestante, qu'elle connaisse les us et coutumes de la cour. Ça fait beaucoup de conditions. Et Diana remplissait toutes ces conditions. Les deux familles se connaissent bien. Le père de Diana est écuyer de la couronne. Et la propriété des Spencer jouxte la résidence d'été de la reine. Diana et Charles se sont même déjà croisés. Les deux grands-mères de Diana, Lady Spencer, sa grand-mère paternelle, et Lady Fermoy, du côté maternel,
étaient toutes deux des dames de compagnie de la reine-mère, la grand-mère de Charles. Ce sont donc les grands-mères qui ont organisé la rencontre entre Diana et Charles. Le prince Philippe, le père de Charles, lui mettait la pression au sujet de Diana, pas de doute. Il lui a écrit une lettre où il lui disait « Le monde attend que tu l'épouses, donc tu vas te marier avec elle ». La reine Élisabeth pensait que Diana était l'une d'entre eux, quelqu'un qui comprenait la famille royale, qui conviendrait parfaitement à la maison des Windsor, qui comprendrait les règles, les conventions, les traditions. Sur le papier, Diana était parfaite pour le prince de Galles. Mais en réalité, elle était trop jeune, trop naïve, trop peu éduquée et surtout trop fragile. La couronne pense avoir trouvé la candidate parfaite. Quant à Diana, elle veut croire à sa romance. Après seulement 6 rencontres, le 24 février 1980, Charles présente sa fiancée devant les caméras. Elle espérait faire un très beau mariage et elle a réussi. Je pense que le prince Charles était une icône pour elle. Elle avait l'habitude de dire « J'ai attrapé le gros poisson ». Charles, de son côté, avait dit à propos du mariage « C'est un domaine où mon cœur doit être guidé par ma tête. Ce qui est important, c'est l'amitié et trouver quelqu'un qui peut assumer le rôle. » Quand avez-vous su que c'était la bonne personne? Graduellement, à la fin de l'été, début de l'automne, quand j'ai commencé à réaliser que toutes mes pensées allaient vers elle. Mais ce fut un processus graduel. Amoureux, j'imagine. Bien sûr. Oh, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire être amoureux? Je pense qu'il n'était pas amoureux de Diana quand il lui a demandé de l'épouser. Mais il ne voyait pas ça comme un problème, car il pensait, assez justement, que l'amour peut naître de l'amitié. En tout cas, il l'espérait. La méprise est totale. Mais si le fiancé peine à déclarer sa flamme, d'autres sont sous le charme. En quelques semaines seulement, Diana conquiert le cœur de la presse. À l'époque, Jane Fincher fait partie du groupe restreint de photographes autorisés à suivre la famille royale. C'était une bouffée d'air frais. C'était excitant. Jusqu'ici, on photographiait la reine, sa mère, princesse Anne, toutes assez âgées. Nous n'avions pas de jeunes gens. Et surtout pas aussi jolies. Et soudainement, Diana. C'était super. Comme elle était un peu naïve, on ne savait jamais ce qui allait arriver. C'était amusant, vraiment amusant de la voir. Diana n'avait personne pour la conseiller sur comment se comporter face aux photographes, comment se tenir, ce qu'il fallait éviter. Donc, elle était facile à piéger. Comme cette photo dont on se souvient tous. La lumière rendait sa robe transparente. C'est un bon exemple. Personne ne lui avait rien dit. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'était embarrassant. Maintenant, Diana ne pourra plus échapper au regard des caméras. Comme ce jour de juin 1981. À 1 mois du mariage, la promise assiste à un match de polo où joue Charles. Subitement, elle quitte la tribune en larmes.
Tout le monde pense à la pression du mariage et des médias. En réalité, Diana est bouleversée. Le matin même, elle a surpris Charles au téléphone, dans une conversation équivoque avec une ancienne de ses relations, une certaine Camilla Parker Bowles, celle qui deviendra sa principale rivale. Journaliste, Richard Kay a été l'un des amis les plus intimes de Lady Di, témoin de cette affaire qui empoisonnera les 15 années de mariage de Diana. Charles et Camilla avaient été amants pendant plusieurs années et amis proches depuis encore plus longtemps. Charles se tournait vers elle pour avoir des conseils, des avis. Ce que Diana n'avait pas réalisé, c'était à quel point la relation entre Camilla et Charles était forte et intime. Il lui a dit qu'ils étaient amis, jamais qu'ils avaient été amants. Il y a eu un incident. Charles avait acheté des bijoux pour les femmes à qui il allait désormais devoir dire au revoir. Il voulait leur donner personnellement. Et il avait organisé des déjeuners pour ça. Et un des paquets était pour Camilla. Quand elle a vu les petits cadeaux qu'il avait achetés, elle est devenue suspicieuse. Et ça a alimenté ses doutes sur les sentiments que Charles éprouvait à son égard. Et ça a miné le mariage avant même qu'il ait eu lieu. Je l'ai rencontré avec les yeux rouges. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu as pleuré? Et il m'a dit, oui, Roberto, je suis très, très mal pour que Charles, il a une amante, il a quelqu'un. J'ai dit, qui est? Il m'a dit, Camilla Parker Bowles. Mais non, je l'ai dit à Charles, que si je regarde qu'il a invité cette femme à la cathédrale de Saint-Paul à mon mariage, c'est fini. Le mariage princier a bien lieu le 29 juillet 1981. « 2 millions de Londoniens acclament le couple avec ferveur. « 750 millions de téléspectateurs suivent en direct la cérémonie. L'événement est planétaire. C'est pourtant bien un drame intime qui se joue. Diana cherche Camilla du regard et finit par la trouver au 3e rang des invités. L'ombre de Camilla va désormais planer sur les jeunes mariés. La lune de miel a été désastreuse. Ils étaient sur le yacht royal avec 200 marins. Tous les soirs, ils dînaient avec des officiers. Diana avait imaginé qu'ils pourraient se baigner, bronzer, faire des choses agréables, papoter. Charles, lui, avait emporté des livres, son kit de peinture, des choses qu'il trouvait agréables, mais pas elle. Il y avait une grande incompatibilité entre les deux. Ensuite, pour la seconde partie, ils sont allés à Balmoral. Elle a passé sa lune de miel dans ce château écossais avec sa belle famille, et ce n'était pas facile. La vie royale au quotidien était très codifiée et rigide. Ce n'était pas du tout la vie que Diana avait fantasmée. Elle fantasmait tout, ça ne correspondait pas à son rêve. À Balmoral, Paul Burrell est majordome auprès de la reine. C'est là qu'il rencontre Diana pour la première fois. Il entrera ensuite à son service pour ne plus jamais la quitter. La vie à l'intérieur de Balmoral n'a pas changé depuis la reine Victoria. Rien n'a changé. Le papier peint aux armoiries de la reine est le même.
Le mobilier de toutes les pièces est exactement le même qu'à l'époque de la reine Victoria. L'emploi du temps, le protocole, petit déjeuner à 9 h, déjeuner à 13 h, le thé à 17 h, dîner à 20 h 30, tous les jours. La cornemuse joue encore sous les fenêtres de la chambre de la reine à 9 h tous les matins. Diana a dû se conformer à ce mode de vie archaïque, à ce monde moyenâgeux. Il pleuvait, il y avait toute sa belle famille, il discutait, il montait à cheval, surtout lui. Des choses qui n'intéressaient pas Diana. Mais devant les caméras conviées par la couronne pour une mise en scène du bonheur, il faut sauver les apparences. Comment vous trouvez la vie de jeune mariée? Je la recommande vivement. Et vous aimez l'endroit? J'adore. Il n'y a pas de formation pour devenir une princesse. Diana doit trouver sa voie seule. Parmi ses obligations, il y a les sorties officielles. La première aura lieu 4 mois après son mariage. Je participais à ce premier voyage officiel en Pays de Galles, après leur lune de miel. C'était leur première sortie ensemble. Et c'était très révélateur de ce qui allait se passer par la suite. C'était incroyable. Les gens semblaient sortir de nulle part. Tout le monde arrivait de partout. Ces minuscules villes remplies de monde, je me souviens de ces petites rues avec des gens à perte de vue. Diana fait ses débuts et ils vont se révéler instructifs. En 1981, la princesse Diana fait ses premiers pas en public. La foule du côté de Diana était heureuse parce qu'elle avait Diana. Mais la foule de l'autre côté de la rue, du côté de Charles, râlait. « Oh non, on veut Diana !» Personne ne voulait le prince Charles. Tout le monde la voulait, elle. Diana était absolument magique. Elle se penchait sur les gens qui étaient en fauteuil roulant. Elle plongeait dans la foule pour attraper les mains qui essayaient de la toucher. Elle réchauffait les joues des enfants qui avaient froid avec ses mains. Elle avait le mot juste pour chacun. C'était incroyable à voir, très excitant. Charles en riait à l'époque, il était très fier. « Regardez mon épouse adorable !» À ce moment-là, c'était encore amusant. J'en arrive à la conclusion que ce serait beaucoup plus facile d'avoir 2 femmes pour couvrir les 2 côtés de la rue. Et je serais au milieu pour diriger les opérations. C'était très gênant. Charles riait, mais vous pouviez sentir que cela pouvait vraiment devenir un problème. Car le prince de Galles, comme chaque membre de la famille royale, avait l'habitude d'être l'objet de toutes les attentions. Et là, il était marié à cette superbe femme qui, soudain, prenait toute la lumière. Elle ne peut pas éclipser son mari. Charles est l'héritier au trône. C'est Charles qui importe. Elle est là pour appuyer son rôle, pour l'aider, et non pas pour avoir une personnalité indépendamment de ce mari. Et c'est là que le bas blesse, et c'est cela qui va précipiter tous les problèmes du couple. À l'époque, Dicky Arbiter est en charge de la communication de Buckingham. Impossible de lutter contre l'attraction des médias pour Diana. Un photographe ou une équipe de télé est toujours plus intéressé par une jeune femme attirante qu'un homme dans sa trentaine. Il n'a pas le même sex appeal. Et ça ne fera pas une belle couverture de journaux ou de magazines. Mais Diana n'éclipse pas seulement Charles.
Sans le vouloir, elle fait de l'ombre à la reine elle-même. C'était la cérémonie de l'ouverture du Parlement. C'est un rendez-vous très important dans l'agenda politique de la reine en tant que chef d'État. Et ce jour-là, Diana est arrivée avec une nouvelle coupe de cheveux. Et évidemment, toute l'attention s'est portée sur cette coupe et pas sur le discours de la reine. À partir de ce moment-là, la famille royale a commencé à être suspicieuse sur ses motivations. Diana faisait-elle tout pour attirer l'attention ou était-elle juste mal conseillée? Diana suscite la réprobation et l'incompréhension de la couronne. Son isolement au sein de la famille royale va s'aggraver au fil des années. William, né en 1982. La photo de famille est presque parfaite. Quand William est né, ça lui a apporté énormément de joie. Elle était plus épanouie. C'était le rôle qu'elle avait attendu toute sa vie. C'était son ambition, devenir une mère. Nous savons maintenant qu'elle a été malheureuse pendant à peu près toute la durée de son mariage, sauf à quelques périodes autour des naissances de William et Harry. Il y a eu alors de véritables moments de bonheur avec Charles. Ils se sont rapprochés pour quelque temps, mais sinon elle n'était pas vraiment heureuse dans sa vie. Je pense qu'elle vivait dans une paranoïa permanente. Le sentiment que Camilla faisait partie de la vie de Charles. Elle est devenue anorexique et boulimique. Elle était incroyablement jalouse de la relation du prince Charles avec Camilla Parker Bowles. Le journaliste Andrew Morton connaît les tourments de Diana comme personne. Chaque soir, elle enregistre ses confidences sur des petites cassettes qu'elle lui envoie. Elle y raconte le drame qui se joue en coulisses. Le conte de fées avait disparu en un claquement de doigts. C'était une fille simple et heureuse. Et dès qu'elle est entrée dans la famille royale, sa période sombre, comme elle la décrivait, a commencé. Elle se coupait avec un petit couteau, jusqu'au sang, sur tout le corps. Elle s'est même jetée d'un escalier quand elle était enceinte du prince William. La reine était horrifiée. J'étais au palais quand nous avons entendu un énorme bang, bang, bang venant de l'escalier en bois. Je suis convaincu que c'était un appel à l'aide, pas une tentative de suicide. C'était pour dire « Regardez, je souffre, aidez-moi ». Celle qui rêvait d'une histoire d'amour parfaite se s'est trompée. Charles passe ses week-ends à la campagne en compagnie de Camilla. Au poids de l'infidélité s'ajoute celui du secret et de la solitude. À son tour, Diana va chercher du réconfort ailleurs. Dans la famille royale, vous êtes en vase clos, avec un nombre réduit de personnes, ceux qui travaillent pour vous. Et celui qui était toujours autour d'elle, c'était Barry Manaki, son garde du corps. Et elle a eu une aventure avec lui. Elle était amoureuse du prince Charles et voulait que leur mariage fonctionne. Elle s'est forcée à trouver du réconfort dans les bras d'autres hommes. Et ça, elle l'a reproché à Charles. Pour éviter le scandale, la couronne fait muter le garde du corps et le remplace par un officier de police, Ken Wharf, qui passera 8 ans aux côtés de Diana. La toute première mission que j'ai eue à ses côtés était quand elle est allée à Majorque, invitée par le roi d'Espagne. Le prince de Galles était sur le bateau du roi. Diana était restée au palais et m'a demandé de venir la voir. Et là,
Elle m'a tout confié, raconté toute la vérité sur son mariage. Un moment de confidence capté par les paparazzis. J'ai vu qu'elle souffrait beaucoup. Mais qui n'aurait pas été malheureux? Vous êtes membre de la famille royale. Votre vie entière est racontée quotidiennement dans la presse mondiale. Elle essayait de donner une bonne image, de montrer que tout allait bien. Mais ce n'était pas le cas. Il y avait des journalistes, et encore aujourd'hui, qui disaient que Diana était paranoïaque à propos de Camilla et qu'elle avait tort. Ils pouvaient dire ça, mais moi j'étais là. Et c'est faux. Diana n'était pas paranoïaque. Elle était blessée et malheureuse. Et la vraie histoire n'a pas été racontée. Je voulais qu'ils soient un couple heureux, donc j'étais complètement dans le déni. Honnêtement, je voulais croire aux contes de fées. Je ne voulais pas voir la réalité en face. Je n'ai pas d'excuses. J'étais naïve. Je voulais que ce conte de fées dure pour toujours. Personne ne veut voir la crise que traverse le couple. Qu'à cela ne tienne, Diana va chercher son salut hors du palais et s'émanciper de la couronne. Au fur et à mesure du délitement du couple princier, Diana se découvre un nouveau rôle, qui sera un rôle de princesse sociale, de princesse humanitaire, de princesse engagée. Elle était intelligente. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle a identifié un certain nombre de causes auxquelles elle voulait être associée. Des causes impopulaires au sein de la famille royale, pas convenables. C'est ce qui l'a amenée à la lutte contre le sida au milieu des années 80. La princesse de Galles n'a pas manifesté la moindre appréhension lors de sa visite à l'hôpital Middlesex. À cette période, le sida était considéré par certains comme un châtiment divin, qu'on pouvait attraper rien qu'en touchant un malade. Elle a rencontré 10 patients, elle leur a serré la main, elle s'est assise sur leur lit, juste à côté d'eux. 30 ans plus tard, nous avons retrouvé le professeur Adler. Il se souvient de la visite de la princesse et de ses poignées de main qui ont changé les mentalités. Tout était planifié. Elle savait qu'elle allait faire ça. C'était très clair dès le départ. Cette photo s'est retrouvée dans les journaux du monde entier. C'est un moment très important parce que ça envoyait un message. Ces patients infectés par le VIH n'étaient pas contagieux. Très important, oui. Il est difficile de trouver les mots pour décrire la solitude et le rejet dont j'ai été témoin et dont souffrent ces malades en fin de vie. Ça a changé la perception du sida partout dans le monde. Et ça lui a donné un nouvel objectif. Elle a vu ça comme la mission de sa vie. Si elle ne pouvait pas être heureuse en couple, alors elle se chargerait de rendre les autres heureux en soutenant ces causes impopulaires. Diana trouve un exutoire à la hauteur de son désespoir. Elle se construit une stature internationale. En 1992, en visite à Paris, elle met sa notoriété au service du SIDAction. La princesse a été humble, modeste. Elle était venue pour nous, pas pour s'expliquer, elle, pour nous. Elle voulait absolument voir ce qui était fait pour l'information pour les jeunes, comment c'était fait, où c'était fait et ce qu'on leur montrait. C'était très fort. C'était sur la jeunesse, c'était pour la jeunesse. C'est une récompense énorme. Et une reconnaissance comme celle de la princesse Diane, ça fait du bien.
On aurait pu penser que la reine lui dise « Bravo, quel boulot fantastique, bien joué, nous sommes fiers de toi ». Mais non, la reine lui a dit « Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne faites pas quelque chose de joli ?» La famille royale aurait préféré que Diana continue à avoir des enfants, qu'elle aille à la campagne pour jouer avec eux, qu'elle ait un champ avec des poules et des chèvres, et qu'elle ne sorte que rarement. Mais Diana n'aurait jamais accepté ça. Humiliée en privé, Diana se sert de sa notoriété grandissante pour prendre sa revanche en public. De victime, elle se fait séductrice et manipulatrice. Elle était capable de séduire les gens très facilement. Elle avait ce petit regard par en dessous. Vous-même, vous étiez sous le charme? Oh oui, j'étais totalement séduit. J'avais l'impression de me battre à ses côtés, d'être son chevalier blanc. Elle était magnifique, drôle, gentille. Bien sûr que je suis tombé sous le charme, comme tout le monde. Diana ensorcelle et fascine. Photographes et journalistes immortalisent chacun de ses déplacements. En 1992, en Inde, elle va même se servir de sa complicité avec la presse pour envoyer un message à la couronne. J'étais en Inde quand Diana et Charles y sont allés. Comme toujours, ils se sont séparés et ont fait les choses chacun de leur côté. Diana a visité le Taj Mahal, un monument dédié à l'amour, un des bâtiments les plus connus au monde. La seule photo que nous voulions, c'était elle, assise sur le banc, seule. On voulait cette jolie photo. Une personne et le décor. On criait tous « Poussez-vous, poussez-vous !» On répétait aux gens « Reculez, reculez, reculez !» La photo qui a été prise la montrait tout à coup seule devant le Taj Mahal. Et tout le monde savait. Elle savait, nous savions qu'elle envoyait un message très fort. Ça annonçait presque la fin du mariage. Quand elle était devant le Taj Mahal, elle voulait montrer au monde qu'elle était seule. C'est un tournant significatif dans la vie de Charles et Diana, peut-être le plus significatif. Quelques jours plus tard, Diana persiste et fait tomber les masques. C'était un match d'exhibition de polo à Jaipur. Diana devait remettre le prix à la fin alors qu'elle ne voulait pas le faire. Ce qui s'est passé, c'est quand l'équipe de Charles a gagné, il est allé chercher son prix auprès d'elle. Et il est retourné vers ses coéquipiers. Soudain, il se dit « J'aurais dû embrasser mon épouse ». Alors il y retourne. Elle tourne la tête et ses lèvres terminent sur son oreille. La presse avait son histoire, ils avaient la photo. Mais Buckingham n'a encore rien vu. Quelques mois plus tard, les confidences enregistrées par la princesse sur des cassettes sont finalement publiées dans un livre, signé Andrew Morton, avec l'autorisation de Diana.
Elle ressentait le besoin d'expliquer pourquoi elle a fini dans cette situation désespérée. Elle pensait qu'en se confiant à moi, les gens comprendraient pourquoi elle agissait comme ça. Le livre, vendu à 7 millions d'exemplaires, fait l'effet d'une bombe. Les malheurs du couple, l'infidélité du prince, les problèmes d'anorexie de la princesse, tout est exposé sur la place publique, du jamais vu dans l'histoire de la couronne, habituellement si discrète. J'étais abasourdi. C'est quelque chose d'extrêmement risqué de tout raconter comme ça sur sa vie. Elle n'avait pas réalisé qu'en écrivant cette histoire, ça lui causerait plus de problèmes qu'elle n'en avait déjà. Les médias étaient hors de contrôle. Diana avait ouvert la boîte de Pandore et elle ne pouvait plus la refermer. L'époque changeait. Il y avait des choses qu'on ne faisait pas avant. Il y avait du respect. Il y avait des règles tacites entre journalistes et photographes. Mais là, tout s'est effondré. Tout a changé. Il y avait de nouveaux magazines qui aimaient ce type d'histoire. Les gens suivaient ça comme un soap opéra. Ils en voulaient toujours plus. Les tabloïds se passionnent pour les infidélités de Diana. Tout d'abord avec son garde du corps, puis avec l'officier de cavalerie James Hewitt, suivi du marchand d'art Olivier Howard, un homme marié ami du prince Charles. Au cœur de cette hystérie médiatique, Diana va commettre l'irréparable lors d'un entretien exclusif à la BBC. Devant 21 millions de téléspectateurs, elle remet en cause les compétences du prince héritier pour la charge royale. Être prince de Galles est un rôle extrêmement exigeant, et ça le sera encore plus d'être roi. Il y a plus de liberté à être prince de Galles que d'être roi. Ce sera écrasant, et parce que je connais bien la personnalité de Charles, je sais que le top job va le contraindre beaucoup. Je ne suis pas certaine qu'il puisse y faire. En faisant cela, Diana a déclaré la guerre aux Windsor. La famille royale ne veut plus rien avoir à faire avec elle parce qu'elle a remis en cause le principe même de la royauté britannique, qui est l'ordre de succession. Et donc la reine a dit, c'est terminé. Il y a divorce et Diana ne fait plus partie de la famille royale. Fin 1995, la reine Elisabeth bannit Diana de la couronne. En décembre 1995, Buckingham exige le divorce de Charles et Diana. Et Diana m'a dit, ils ont pris la décision pour moi. C'est mon mariage. Je ne veux pas divorcer. Je veux que mes garçons grandissent dans une famille avec un papa et une maman. C'est ce qu'elle voulait. Ce n'était pas ce que voulait la reine. La reine a gagné. La reine l'emporte toujours sur la princesse. Avec le divorce prononcé, Diana perd son titre d'Altesse royale et la protection de Buckingham. Elle se retrouve seule face à la meute de paparazzi et annonce son retrait de la vie publique. Quand j'ai commencé ma vie publique, il y a 12 ans, je savais que les médias seraient intéressés par ce que je faisais. Mais je n'étais pas préparée à ce que cette attention devienne aussi accablante et qu'elle affecte à la fois mes activités publiques et ma vie privée d'une manière aussi insupportable. Mais après des années à utiliser et alimenter la presse, la princesse est bien en peine pour réclamer du répit. Diana est traquée dans le moindre de ses faits et gestes.
Après ça, c'est devenu hors de contrôle assez rapidement. C'est là que les photographes ont commencé à être intrusifs, à attendre qu'elle sorte, à la suivre partout. Il n'y avait pas de respect pour elle, du tout. Vous voyez cet animal traqué, fuyant les médias? Les objectifs pointés sur elle comme des armes. Elle avait peur. Mais ça a duré vraiment longtemps, et c'est devenu de pire en pire. Ça la rendait parano, folle. Elle était obsédée. Je ne veux pas que mes enfants soient suivis. Est-ce que je peux vous demander de respecter mes enfants? J'ai amené mes enfants ici pour les vacances, et on apprécierait vraiment d'avoir un peu d'air. Elle était totalement isolée. Elle avait la sensation que beaucoup d'amis l'avaient lâchée. Certains se rangeaient du côté de Charles, d'autres la trahissaient en parlant dans la presse, ou encore en écrivant des livres sur elle, ou en la tournant en ridicule. Pour les remplacer, la princesse s'est tournée vers des sortes de thérapeutes. Des magnétiseurs ou des voyantes. Dans la grande banlieue de Londres, nous avons rendez-vous avec l'une d'entre elles. Bonjour, entrez. Par ici au fond. Madame Simmons est énergéticienne et a fréquenté la princesse de Galles. De cette relation, elle conserve précieusement tous les messages sur son répondeur. Bonjour, c'est Diana. Je suis en réunion, j'en ai encore pour 1 heure. Je voulais te raconter mon déjeuner qui s'est très bien passé. Bon, on se parle plus tard. Je t'embrasse fort. Diana m'avait été envoyée pour que je la soigne. J'ai été sa guérisseuse pendant un temps, et une fois, lors d'une séance, elle a levé les yeux vers moi et m'a dit « Tu sais, Simone, à chaque fois, je me sens tellement mieux. Vous m'enlevez un poids. » J'ai dit « Tant mieux, c'est l'objectif. » Elle m'a répondu « Il faut que je vous dise, je vais mourir jeune. » Diana était très seule. Une fois, je l'ai invitée un samedi soir, je lui ai dit « Allez, on va manger des pâtes, regarder la télé, passons du bon temps. » C'est ce que les filles font le samedi soir. Elle a dit « Oh, vraiment? C'est ce qu'elles font ?» J'ai dit que oui. Elle m'a dit « Je n'ai jamais fait ça. » Quoi? Elle n'avait jamais fait une chose aussi simple que ça. Elle découvrait ce qu'était une vie normale. Après des années de faste et de protocole, Diana aspire à tourner la page. Elle va faire table rase de son passé de princesse. Et le 25 juin 1997, vendre aux enchères ce qui symbolise sa vie d'avant, sa garde-robe. C'est une enchère sans précédent, 79 robes de la collection de Diana, princesse de Galles, qui ont attiré l'attention des médias du monde entier. C'était fini l'ancien. Place à la nouveauté. Elle m'a dit, William a eu une merveilleuse idée. Et si tu te débarrassais de toutes ces robes, maman, pour tourner la page? Alors nous sommes descendus, on a ouvert le placard, et elle a commencé à sortir des robes. Se débarrasser de ces robes qui incarnaient sa vie de princesse de Galles,
C'était la preuve de sa métamorphose, de sa volonté d'incarner quelque chose de nouveau. 30 000, 32 000, 35 000, 38 000, 80 000 $ et c'est à vous. 80 000 $. La vente lui rapporte plus de 3 millions de dollars. Un trésor de guerre qu'elle va utiliser pour financer son nouveau combat. Attention, si vous regardez ici, sous la terre, il y a une mine. 3 seconds. 1, 2, 3, firing. Ayant vu par moi-même les dégâts que causent les mines antipersonnelles, j'ai décidé de m'engager de toutes mes forces dans une campagne internationale pour bannir l'utilisation de ces terribles armes. On a été en Bosnie et en Angola, et on a vu des gens qui avaient été touchés. Des enfants, surtout des enfants. On a vu une petite fille à l'hôpital, et la petite fille a pris la main de la princesse. Puis la princesse est partie. L'infirmière l'a suivie et lui a dit que la petite fille venait de demander si un ange lui avait rendu visite. Puis elle est morte. Donc vous voyez, la princesse apportait aux gens quelque chose de vraiment spécial. Ange et icône à la fois. À cette époque, Diana s'affiche épanouie, libérée, sur les couvertures de magazines. Elle n'avait jamais été aussi belle de sa vie. À 36 ans, elle était plus belle que jamais, plus exquise que jamais. Elle avait une silhouette parfaite. Elle avait les hommes à ses pieds. Elle pouvait avoir n'importe lequel d'entre eux. Diana a le monde à ses pieds. Elle va pourtant jeter son dévolu sur un homme au profil assez inattendu. Hasna n'est pas le plus bel homme du monde. Il n'est pas le plus mince ou le plus riche. À vrai dire, il a de l'embonpoint. Il mange de la junk food, boit de la bière et fume. Mais vous voyez, la princesse voyait au-delà de tout ça. Et ce qu'elle voyait en Hasnat était un homme qui avait véritablement la vie entre ses mains. Khan était cardiologue. C'était ça la clé, le cœur. Diana m'avait dit à plusieurs reprises justement que son cœur était brisé et que cet homme-là pouvait le réparer. Pendant 2 ans, son idylle avec Hasnat Khan est restée secrète. C'était son secret le plus précieux. J'amenais secrètement Hasnat à Kensington dans le coffre de ma voiture, ou sur le siège arrière, caché par une couverture, par un passage secret où il n'y avait aucune caméra. L'histoire s'est terminée, et c'était là le paradoxe de Diana. D'un côté, elle voulait une vie normale, faire la lessive, faire la cuisine, s'occuper du ménage, faire les lits. Mais d'un autre côté, elle voulait des domestiques, des jets privés, des voitures de luxe et de l'argent à la banque. Son vœu va être exaucé par un richissime homme d'affaires égyptien, Mohamed Al-Fayed. L'été 1997 va remettre Diana au centre de toutes les attentions et ranimer les vieux démons. La princesse voulait des vacances avec ses enfants. Elle ne les avait que 2 semaines. Où pouvait-elle aller? Mohamed Al-Fayed avait acheté un bateau. Il avait tous les jouets qu'il fallait. Un avion, un hélicoptère. Est-ce que vous voulez venir dans le sud de la France avec William et Harry? C'était un formidable terrain de jeu, une belle opportunité pour Diana de passer du bon temps avec ses enfants. C'est pour ça qu'elle a accepté. Sur le bateau, elle rencontre le fils du milliardaire, Dodi.
Elle commençait à remonter la pente. Elle avait trouvé un sens à sa vie. Elle s'amusait. Elle passait clairement des bons moments avec Dodi Al-Fayed. C'était un amour d'été, après l'échec de son histoire d'amour avec Asnat Khan, le cardiologue. C'était clairement une histoire d'amour. Que ce soit une amourette de vacances de quelques semaines ou quelque chose de plus long, je ne sais pas. J'ai dit, Diana, qu'est-ce que c'est cette photo que je vis de toi avec Dodi Fayed? Elle m'a dit, Roberto, c'est un amour d'été. C'était un très joli week-end. Son histoire d'amour devient le feuilleton de l'été pour les magazines People. La photo du baiser, vendue 4 millions de dollars, sonne comme une revanche. Je pense qu'elle a envoyé un message à Charles. Tu as ta petite amie? Eh bien regarde, j'ai le mien aussi. Car le prince Charles s'affiche désormais avec Camilla, qui fête cet été-là ses 50 ans. Elle était préoccupée par la fête d'anniversaire de Camilla. Charles lui avait offert un gros collier. Et c'est la première fois que l'on découvrait Camilla avec Charles, officialisée comme sa petite amie. Diana vient de relancer la machine médiatique. Et elle va à nouveau s'emballer. Car comme en témoigne un des paparazzis qui la suivent cet été-là, la romance entre la princesse et le milliardaire de la jet-set aiguise tous les appétits. Je pense que la profession sait qu'elle tient une histoire unique. Ça n'arrivera pas tous les étés. Il y a une princesse, en plus, qui se montre, qui porte des tenues incroyables, des maillots de bain en léopard. Il y a une histoire sentimentale, elle fait partie de la famille royale, malgré tout. C'est le cocktail détonnant. Tous les ingrédients sont là pour captiver le lectorat. L'argent venait de partout, les magazines avaient ouvert les coffres-forts. The sky is the limit, comme on dit. Les photographes ne les lâcheront plus. Ils sont là quand le couple atterrit au Bourget, le 31 août. Quoi qu'on en pense, la presse faisait son boulot. Ce que ne comprenait pas Dodi, le fils de Mohamed Al-Fayed. Il était incapable de gérer les paparazzis. Il a refusé les services de la police française, qui lui avaient proposé une escorte et des hommes pour sécuriser l'hôtel. Il n'a pas non plus contacté l'ambassade britannique. Le soir du 31 août 1997, lorsque Dodi et Diana sortent par l'arrière du Ritz pour tromper les paparazzis, ils ne sont escortés que par un garde du corps et un chauffeur, Monsieur Paul. Quelques photographes sont pourtant là. Ce sont les derniers clichés de Diana et Dodi vivants. Pour leur échapper, Monsieur Paul roule vite, très vite, alors qu'il a bu. Il entrera à 120 km/h sous le pont de l'Alma, avant d'heurter de plein fouet un poteau. Diana décédera de ses blessures 4 heures plus tard. Sa mort alimentera les rumeurs les plus folles, jusqu'à la thèse de l'assassinat orchestré par les services secrets. L'enquête, qui durera 11 mois, conclura pourtant à un banal accident de la route. Quand j'ai entendu les nouvelles pour la première fois, que la princesse était morte, ma première pensée était « Oh mon Dieu, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils se sont débarrassés d'elle. » Regardons les choses en face. Ils n'aimaient pas Diana. Elle était une nuisance.
Mais il n'avait pas prévu ce qui allait se passer après. Buckingham n'avait pas anticipé l'onde de choc. Le monde entier est en émoi. Alors que la reine reste silencieuse et se retranche derrière le protocole. Il faut bien se rendre compte qu'à cette époque-là, pour la famille royale, Diana a perdu son titre de princesse royale. Pour eux, elle ne méritait pas des funérailles royales. Donc elle devait être enterrée dans sa maison de famille. Discrètement, rapidement et sans faste. C'est ce qu'ils souhaitaient, mais ce n'est pas ce que le peuple voulait. Une nouvelle fois, la presse s'en mêle et interpelle la reine. « Show us you care » Montrez-nous que vous avez de la peine. Même morte, Diana continue de bousculer la couronne. La reine a été obligée de changer de stratégie et d'enfreindre les règles pour contenter la foule. Nous avons assisté, à travers le monde, à la manifestation d'une immense tristesse. Ce n'est pas ce que font les rois normalement. Normalement, les rois font ce qu'ils veulent. Je veux rendre hommage, personnellement, à Diana. Je l'admirais et la respectais pour son énergie et son engagement pour les autres. Que ceux qui sont morts reposent en paix. Diana a changé l'histoire. Et son fantôme hantera pour toujours la maison des Windsor.